Non, chérie, les Chinois ne vont pas venir te Si, j'en prendre. suis sûr. Ils sont 2 milliards et leur économie est vachement forte. L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée? Le développement de la Chine depuis 2 ou 3 décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance chinoise. Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La Chine, elle travaille pour les 50 ans, nous on travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. La Chine fait un virage absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. La crise du coronavirus, il l'a vécue de l'intérieur, depuis l'épicentre dans la ville de Wuhan, dont il est resté captif avec le confinement pendant 133 jours. Il est l'un des rares Français journalistes à avoir raconté la crise depuis cette ville de plus de 11 millions d'habitants, devenue du jour au lendemain une ville fantôme. C'est l'invité de Chine Tonic que vous avez déjà vu, c'est sûr, si vous regardez les journaux télévisés. Et puis, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu avec Jeudi et Avril, le chat et le chien abandonnés à Wuhan, qu'il a recueillis et qui l'ont accompagné pendant cette période très particulière. Voilà, celui que nous recevons aujourd'hui, c'est Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le correspondant permanent de France Télévisions en Chine. C'est vous qui avez raconté quotidiennement à des millions de Français ce qui était en train de se passer en Chine, avant même que le confinement arrive en France, puisque le virus n'avait pas encore atteint l'Europe, c'était au mois de janvier. Vous êtes correspondant, Arnaud, pour les non-initiés qui nous écouteraient. Et ça veut dire que vous vivez là-bas, votre vie, c'est à Pékin. D'abord, depuis combien de temps est-ce que vous vivez à Pékin, en Chine, Arnaud Miguet? Alors, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis basé ici en Chine pour couvrir la Chine et l'Asie. Donc, c'est un vaste domaine et un vaste terrain de jeu avec des sujets pour les journaux télévisés qui peuvent aller de l'économie à la culture, à l'industrie, un petit peu de politique. Et puis, évidemment, depuis la fin de l'année dernière, le Covid-19, qui est un mot que tout le monde aura entendu et que l'on retiendra encore pendant un petit moment. Et c'est ce qui nous a occupé, évidemment, le plus clair de cette année. Et alors vous, quand vous partez à Wuhan, Arnaud Miguet, c'est le 22 janvier, je crois, donc la veille du confinement de la ville, c'est ça? Oui, exactement. On est parti à Wuhan, la fleur à la caméra. Le 22 janvier au matin, on y est arrivé aux alentours de midi. Il y avait évidemment pas grand monde sur les routes et pas grand monde dans les avions puisque c'est la période des vacances chinoises qui avait déjà commencé. Donc c'était la grande transhumance, la fameuse plus grande transhumance du monde lorsque les gens rejoignent leur région, leur ville natale et pour prendre ces grandes vacances qui correspondent en même temps aux vacances de Noël ou au mois d'août en France. Donc l'avion était à moitié vide ou à moitié plein et dans l'avion c'était marrant parce que tout d'un coup il y a une dame qui vient vers nous et qui nous tend des masques en disant vous allez en avoir besoin. Ce que l'on savait déjà, puisqu'on allait quand même dans la ville qui était déjà pointée du doigt comme étant l'épicentre de cette épidémie qui n'était pas encore une épidémie, qui n'était pas encore une pandémie avec un virus qui ne portait pas encore le nom de Covid-19. Donc on est arrivé à Wuhan le 22 janvier et pour le coup, on y est resté longtemps, 133 jours au total, ce qui n'était pas vraiment prévu. Mais c'est ça, jamais vous ne vous dites, quand vous arrivez à Wuhan, je vais rester plus de 100 jours coincé dans cette ville. Ah non, c'est incroyable. Une mission, lorsqu'on se déplace, et on se déplace beaucoup dans un grand pays qui est la Chine ou même en Asie, on part pour des périodes de 2-3 jours, une semaine. On ne part jamais pour des mois entiers. Lorsqu'on prépare sa petite valise, on y met 3 chemises, des sous-vêtements, des chaussettes. Enfin, on prévoit de partir une semaine, pas beaucoup plus. Donc là, ça n'était pas prévu, ça n'était pas écrit comme ça. Et le confinement, en fait, et la mise sous cloche de la ville de Wuhan, qui devenait donc la cité interdite, c'est arrivé dans la nuit du 22 au 23. Il devait être aux alentours de 2 heures du matin. On était en train de finir le premier 20 heures
sur place. Le 20h, heure chinoise, c'est à 3h du matin, donc on était en plein montage. Et il y a un bruit qui circulait quand même, une rumeur qui circulait dans la ville que la ville allait être coupée du monde. Mais l'alerte est arrivée à 2h du matin et l'alerte, c'est à partir de 10h du matin, heure chinoise, le 23 janvier, vous ne pourrez plus partir de Wuhan, vous ne pourrez plus en rentrer. Et là, il faut se poser la question, tout en étant en train de monter ce fameux premier sujet du 20h. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? On prend des billets d'avion, on les réserve, on se tient prêt si jamais il faut partir. Il faut que je vois aussi avec mes supérieurs ce qu'on fait. Et puis finalement, on a décidé de rester. Mais là encore, en se disant, il y aura toujours un moyen de pouvoir partir, il y aura toujours un moyen de pouvoir s'échapper. Certains d'ailleurs ont tenté de s'échapper dans les premiers jours. Vous avez des histoires complètement rocambolesques de gens qui prennent leur voiture, qui prennent les chemins de traverse pour éviter les autoroutes sur lesquelles il y avait évidemment des barrages physiques et des barrages de police, qui prennent la voie des champs, qui sont embourbés dans des champs et qui sont obligés finalement de faire demi-tour. C'est pas finalement si facile de partir que ça. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il fallait rester pour pouvoir témoigner, pour pouvoir raconter des histoires, pour pouvoir raconter ce qui pouvait, le sort qui pouvait s'acharner sur les habitants de Wuhan. Et pour d'une certaine manière, ça on l'a quand même compris assez vite, se dire que finalement ce qui est arrivé à Wuhan, qui est quand même une ville, vous l'avez dit, de 11 millions d'habitants, qui est aussi un centre de la mondialisation, qui est la capitale chinoise de l'automobile, avec des gens qui viennent, avec des gens qui partent, avec cet énorme aéroport, avec des millions d'étudiants. C'est la ville où il y a le plus d'universités au monde, que forcément le virus allait se propager et que forcément ça allait arriver ailleurs. Et en effet, c'est devenu une pandémie. Et donc, on avait l'impression à Wuhan d'être un petit peu une pitié, d'être un petit peu Madame Irma et de pouvoir, chemin faisant, un petit peu voir votre futur et voir ce qui allait arriver sur la France, avec toutes les questions qu'on pouvait se poser. Personne n'avait été en contact avec ce virus, enfin de près ou de loin, Dieu merci de loin, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut toucher? Est-ce qu'il faut porter des masques? Là, la question ne s'est pas posée très longtemps puisque le masque était obligatoire à Wuhan. Est-ce qu'il faut porter des lunettes? Combien de fois par jour se laver les mains? Voilà, toutes les questions qui pouvaient se poser. Et au départ, forcément, vu le nombre de cas à Wuhan, aussi bien le nombre de cas de gens contaminés que de gens hospitalisés, toutes ces questions pouvaient se poser. Et au départ, on pouvait se dire, vu de Chine, bon, la grippe tue beaucoup de gens aux États-Unis, la grippe tue beaucoup de gens tous les ans en France, et on était encore à ce stade-là, et à ce stade de comparer cette nouvelle épidémie, ce nouveau coronavirus, avec par exemple le SRAS, qui est une expérience qu'on connaît en Chine, qu'on connaît à Hong Kong, qu'on connaît en Asie, et on était encore en dessous du nombre de victimes de ce fameux SRAS qui avait touché l'Asie en 2003. Et puis évidemment, chemin faisant, la fièvre est montée, les chiffres ont gonflé et on s'est dit que là, pour le coup, c'est devenu ensuite une épidémie, une pandémie et ce que l'on sait aujourd'hui. Vous nous racontez cet épisode d'une femme qui vous tend un masque quand vous arrivez à Wuhan et qui vous dit maintenant il va falloir mettre le masque. Sur ce point-là, est-ce que malgré tout, culturellement, c'est plus facile à accepter? Parce que quand on voit les images en France de la Chine, on voit ces Chinois qui portent des masques quasiment quotidiennement, pas pour se protéger contre les virus, mais contre la pollution. En France, ça a été beaucoup plus difficile à le faire accepter. Alors aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde par la fenêtre, les gens portent des masques et puis c'est rentré dans les mœurs finalement. Cette première étape, elle a été importante aussi, le fait que ça soit déjà intégré culturellement de porter un masque dans la lutte contre le virus, vous avez l'impression? Probablement. En effet, il y a des masques anti-pollution. Des villes comme Pékin ou des villes comme Wuhan sont des villes qui sont très polluées, où on voit assez rarement le ciel bleu. C'est notamment le cas à Wuhan. Enfin, les masques anti-pollution ne sont pas les masques anti-Covid-19 et les gens quand même le portaient de façon très, très ponctuelle. Ce qui a marqué probablement la Chine et l'Asie, c'est l'épidémie du SRAS
où déjà il y avait ces mesures de protection. Donc en je suis pas 2003. sûr que ce soit en 2003, je suis pas sûr que ce soit un phénomène très culturel. C'est d'ailleurs l'invention du masque est française. De ces fameux masques chirurgicaux et anti-Covid-19 pour se protéger du Covid-19. Mais il y avait déjà un certain nombre de réflexes qui avaient été pris. Moi, j'étais parti dans mes bagages j'avais quelques masques chirurgicaux, mais j'avais surtout des masques anti-pollution. Et puis au début, quand bien même les autorités dans l'espace public avaient rendu le masque absolument obligatoire, et en Chine en général, lorsque le chef ordonne, personne ne moufte, donc tout le monde portait son masque vissé sur le nez. Au début, en Chine, on manquait aussi de masques, et très vite, on a manqué de masques. Et on voyait à Wuhan les premiers jours des gens faire de longues files d'attente devant les pharmacies pour pouvoir se procurer des masques. Moi, des masques, on m'en a envoyé de France, on m'en a envoyé aussi au début, de Corée du Sud, et la Chine a beau être le fabricant mondial de masques, à cette époque-là, en tout cas dans les usines de Wuhan, tout était à l'arrêt puisque la ville était en confinement et toute l'activité économique, sociale était complètement à l'arrêt puisque les gens étaient censés être en confinement, qui n'était pas un confinement pur et dur puisqu'au départ, ils pouvaient quand même sortir, s'approvisionner et faire des courses dans les seuls magasins qui étaient ouverts étaient les supermarchés et les pharmacies, donc ils pouvaient encore au départ sortir. Après, il y a eu un confinement beaucoup plus dur, mais trouver des masques même à Wuhan était une gageure, et pourtant, donc, tout le monde portait des masques, et les comités de quartier qui commençaient à s'organiser et à prendre un pouvoir important, parfois aussi vous offraient des masques quand vous n'en aviez pas. Alors, il y avait une obligation de porter de masques, donc culturel ou pas, de toute façon, les gens portaient des masques. Et c'est vrai que lorsqu'on se posait la question en France de l'opportunité de mettre des masques, faut-il en porter, pas en porter, en a-t-on assez, pas assez, cette question, en effet, venue de Chine, paraissait assez saugrenue. Et voir des gens ne pas mettre de masque, que ce soit en France ou aux États-Unis, paraît aussi saugrenu. Moi, je pense que le masque nous a protégés. Les autorités françaises, semble-t-il, étaient aussi persuadées que le masque protégeait, parce que je vous rappelle qu'il y a eu des rapatriements de ressortissants français coincés à Wuhan, c'était le grand sujet à la fin janvier et début février, il y a eu 3 avions de rapatriement. Eh bien, tous ces Français qui n'étaient pas plus porteurs du coronavirus que d'autres, ils habitaient juste à Wuhan et ils ont été rapatriés parce qu'il y avait cette crise sanitaire, eh bien, on les a obligés dans l'avion à porter des masques, on les a contraints à une quarantaine, et pendant la quarantaine, ils devaient obligatoirement porter un masque, ce qui veut dire que les autorités françaises étaient tout à fait au fait que le masque servait bien à quelque chose et servait en tout cas à protéger les autres. Bien sûr, et puis on a beaucoup dit et rappelé aussi que c'est vrai que c'est à Taïwan ou en Corée du Sud où on a systématiquement porté le masque que le virus est le moins propagé et où il y a eu le moins de contamination. Arnaud Miguet, vous avez vécu de la même manière que la population chinoise dans cette ville, à Wuhan, vous l'avez déjà beaucoup raconté, mais c'était comment ? C'était un confinement finalement pas du tout comparable au confinement qu'on a connu en France. Comment vous l'avez vécu ? Comment vous avez perçu aussi la manière dont les citoyens chinois ont vécu ce confinement qui était quand même drastique? Alors oui, ça a été peut-être pas dans les premiers temps, mais assez rapidement au mois de février, ça a été un confinement pur et dur. C'est-à-dire que les gens avaient interdiction formelle de sortir de chez eux. Ça veut dire qu'ils étaient cloisonnés chez eux et quand même ils voulaient sortir, on les en empêchait. Avec une organisation low-tech et high-tech qui est la caractéristique de la Chine. En même temps, vous aviez des drones pour dire aux gens restez chez vous, ou même pour arriver à prendre leur température, mais vous aviez aussi des hommes qui étaient à l'entrée des immeubles, qui surveillaient l'entrée des immeubles, qui empêchaient les gens de sortir. Et puis tous ces livreurs de la ville qui sont aussi devenus les héros en Chine, peut-être pas au même titre que les infirmières et les médecins, mais qui étaient
le poumon de respiration de tout le monde, parce que les livreurs de la ville apportaient à manger au pied des immeubles. Alors, ce n'était pas forcément toujours un menu très varié. Certains s'en sont plaints, notamment à Ouran, lorsque de la viande est arrivée dans une benne à ordures et a été déversée devant un immeuble. On peut comprendre que les gens se soient plaints, mais il y a quand même une organisation quasiment militaire, ça c'est le Parti communiste chinois qui a organisé tout ce ravitaillement pour les gens, aussi bien pour des médicaments que pour la nourriture. Mais le confinement était pur et dur. Dans les immeubles de Ouran, et c'est une ville d'immeubles, les gens ne pouvaient pas sortir et les ascenseurs étaient arrêtés pour éviter toute tentation. Les gens étaient vraiment cloîtrés chez eux. Alors moi, je ne l'ai pas forcément vécu de la même manière avec Gaël Caron, le caméraman qui était avec moi, parce que nous, on pouvait sortir. Et d'une certaine manière, on avait quelque chose à faire. Et le temps passe beaucoup plus vite comme ça. Il n'y a que 2 jours pendant au moins 3 mois où on n'a pas fourni l'antenne de France Télévisions. Donc, on avait toujours quelque chose à faire. Donc, le temps passe plus vite et nous n'étions pas nous-mêmes confinés. Enfin, nous étions enfermés dans cette immense ville de 11 millions d'habitants, voire dans toute la région du Roubaix, c'est 58 millions d'habitants quand même. Donc voilà, ça laisse de l'espace, ça laisse la possibilité de se dégourdir les jambes, de penser à autre chose, voire même de rencontrer des gens, ne fût-ce qu'à travers un grillage. Mais donc, on pouvait faire des choses. Les Chinois ont évidemment pris très au sérieux ce confinement et s'ils sortaient, de toute façon, ils avaient une amende. Il y avait des messages et des banderoles qui étaient au pied de tous les immeubles en disant « interdiction de sortie »,« si vous sortez et si vous râlez », on va vous casser les dents, si vous sortez, on vous cassera les jambes. Enfin, il y a des messages comme ça qui sont très primaires et très terre-à-terre qui étaient envoyés à toute la population. Et donc, du coup, la population est restée confinée chez elle. Et d'ailleurs, au moment du déconfinement, qui là aussi a été progressif, il y a des gens qui n'osaient pas sortir. Et qui ne sortaient quasiment pas, sauf au pied des immeubles, dans les jardins au pied des immeubles. Mais ça m'a toujours étonné, ça, pendant cette période de confinement, qu'il n'y ait pas des gens qui aillent au moins marcher autour de l'immeuble, puisque tous les immeubles sont des espèces de communautés comme ça, grillagées, et donc ce sont des espaces clos. Mais personne ne sortait vraiment. Je voyais ça de ma chambre d'hôtel, il n'y avait vraiment pas un chat dans la rue et c'était quand même assez étonnant. Alors, comment ils l'ont vécu? Comme tout le monde, ils ont pris leur mal en patience et on n'avait pas de date de sortie. Et donc, les jours s'allongeaient et pour nous aussi, ça a été un très long temps d'exil. Les jours s'allongeaient, on passait à 100, à 150, à 200 et puis rien ne se passait jusqu'au jour où évidemment la ville a été ouverte et ça a été un grand soulagement. Mais vous avez toujours des gens qui ont été traumatisés par cette expérience, des enfants par exemple, qui ne sortent pas de chez eux et qui ont trouvé leur espèce de zone de confort, ce qui est normal parce que pendant des semaines, on leur a dit « ne sortez pas, c'est dangereux ». Donc, ils ne sont pas sortis et puis ils ne comprennent pas tout d'un coup pourquoi ils pourraient sortir et pourquoi le danger serait parti. Donc, on a tellement martelé qu'il y avait un danger à Ouran parce que sur les quelques 90 000 cas de Covid-19 en Chine et quelques 5 000 morts officiellement, c'est quand même la ville de Ouran qui a été la plus touchée et ça reste l'épicentre de cette épidémie. Et donc, on a tellement martelé qu'il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas se croiser, il ne fallait pas qu'il y ait de distanciation physique, que les gens sont restés chez eux et ont pris leur mal en patience. Donc, très souvent, je regardais l'immeuble en face de ma chambre d'hôtel, je voyais quand même des gens sortir sur le balcon, fumer une cigarette. Il y a une femme qui avait toujours le même pyjama rose. Voilà, on voyait un petit peu la vie des gens d'en face et puis eux, probablement, me regardaient aussi. C'était en chien de faïence. C'était assez étonnant et c'était assez dur. Et en effet, ça n'a rien à voir avec les conditions du confinement que l'on a pu connaître en France. Mais ça, c'est surtout à Ouran, parce qu'on oublie que toute la Chine n'a pas vécu le même confinement, la même quarantaine, le même isolement. Mais ça a été évidemment très, très dur pour les habitants du Ouran, qui ont toujours du mal d'ailleurs à en parler. C'est presque… Évidemment, le Covid-19 est devenu aussi un sujet politique et donc ils s'en inquiètent. Et la Chine, la République populaire chinoise, reste la République de l'amnésie
Et donc, c'est un sujet qui est quasiment devenu tabou. Mais il y a des couples, évidemment, qui se sont déchirés et des familles qui se sont déchirées pendant le confinement. Il y en a d'autres qui ont aussi appris à se connaître parce que vous avez des tas de couples qui vivent séparément ou des tas de familles qui vivent séparément en Chine la plupart du temps. Ils n'ont jamais eu autant de vacances, évidemment, de leur vie. Parce qu'il faut savoir que la période de confinement, pendant au moins 15 jours, c'était de toute façon une période de vacances. Et puis, ils se sont tous retrouvés coincés entre eux. Et très souvent, je me disais, en regardant l'immeuble d'en face, où je voyais des tas de mouvements dans l'appartement, enfin, je ne passais pas mon temps à regarder ce qui se passait de l'autre côté de la fenêtre, mais où il y avait toute une famille. Et je me disais, voilà, pour ceux qui ne s'entendent pas avec leur belle-mère, ça doit être un enfer. Et pour certains, je pense que ça a été littéralement un enfer. Et puis, voilà, aujourd'hui, les choses reprennent petit à petit leur cours. On vous a vu, Arnaud Miguet, pendant des semaines sur nos écrans avec votre masque sur le visage. En France, on était très très loin de tout ça à cette période, c'est-à-dire au mois de janvier. Tout le monde sortait, allait en terrasse, dans les cafés. Est-ce que ça aussi, vous l'avez analysé depuis la Chine? Est-ce que vous vous êtes dit, en Europe, on ne prend pas conscience de ce qui est en train de se jouer et de ce qui, potentiellement, on n'en est pas sûr bien sûr à cette époque, mais potentiellement peut débouler en France et puis partout dans le monde bien sûr. Est-ce que vous êtes dit, il y a quand même un sacré décalage? Oui, sans aucun doute. Après, les autorités chinoises, quand ils ont fini par admettre qu'il y avait un réel problème et lorsqu'ils ont décidé de s'y atteler et d'essayer de le résoudre, font les choses de façon extrêmement drastique. C'était absolument draconien. L'obligation du masque, dont on sait maintenant, et on savait déjà, vu de Chine, avec l'expérience du SRAS, avec l'expérience de Taïwan, du Japon, de Hong Kong surtout, que le masque protège et protège les autres avant tout. C'est aussi un geste d'altruisme. Donc tout ce débat sur le masque, et je l'ai eu avec de nombreuses personnes en France, me paraissait complètement dingue. Ça coûte quoi de porter un masque si on pense que ça peut protéger et si ça peut rassurer l'autre? Et encore une fois, je pense que les autorités françaises en avaient conscience, puisqu'au moment du rapatriement, tous les Français devaient, même en quarantaine arrivés en France, devaient porter ce masque. Après qu'il y ait eu des pénuries, etc., sans aucun doute, mais vu de Chine, je trouvais ça assez étonnant comme débat. Vous n'étiez pas le seul d'ailleurs, puisque c'est au début du mois de mars, des journalistes français en Italie avaient publié une tribune pour alerter les autorités françaises, ce qui montre bien, a priori, encore une fois, que on avait conscience du problème là où il était installé, mais peut-être moins, en tout cas, on ne faisait pas ce qu'il fallait mettre en place là où le virus n'était pas encore clairement installé. Oui, et très souvent, même à la rédaction, les premiers jours, certains se posaient la question, pourquoi est-ce que je porte un masque? Après tout, à 2 heures du matin dans la rue, il n'y a personne, il n'y a qu'un caméraman en face de moi. Et en effet, j'aurais peut-être pu l'enlever vu le degré de danger, puisqu'il n'y avait pas de contact avec qui que ce soit. Peut-être que j'aurais pu l'enlever, mais quand même, j'aurais voulu l'enlever. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs le premier soir. Les autorités chinoises, il y a toujours quelqu'un qui traîne par là lorsqu'on filme, ou un comité de quartier, ou je ne sais qui. J'ai vu 3 personnes arriver en costume noir avec chemise blanche, me disant « le masque est obligatoire, vous devez l'avoir sur le nez, et puis de toute façon, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez l'autorisation, etc., etc. » Mais quand bien même j'aurais voulu l'enlever, on m'aurait rappelé à l'ordre. Et à partir du moment où il est obligatoire et je suis dans ce pays, j'applique les décisions de ce pays, que ça me plaise ou pas, j'applique la loi. Mais en effet, très, très souvent, et même sur les réseaux sociaux, les gens me posaient la question de savoir si je ne mettais pas le masque pour la galerie et pour la télévision. Mais non, je vous assure que le masque, on l'a porté tout de suite. Et encore une fois, je pense qu'il nous a protégés. Et en effet, tous ces débats-là, en Italie, puis en France, puis aujourd'hui aux États-Unis, de se dire faut-il ou non porter un masque? En plus, la science a tranché. Je ne comprends pas comment la mondialisation de l'information ne fait pas que les gens comprennent que le masque sert à quelque chose. Et pourquoi prendre le moindre risque? C'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez minimum, pas très contraignant à mettre
un masque. Donc ce débat-là m'étonnera toujours et m'étonne toujours aujourd'hui puisque certains ont encore ce débat-là sur le masque. On parlait de l'aspect culturel. Il y a des différences culturelles fondamentales entre la Chine et la France. Est-ce que vous avez réussi à comprendre comment les Chinois ont vécu cette période? Est-ce que la culture des Chinois a fait qu'ils ont mieux accepté le confinement aussi? On parlait de l'aspect politique qui est aussi très présent. C'est la dimension culturelle, la dimension politique qui ont fait que le confinement, même s'il était plus strict, plus sévère, a été mieux accepté et mieux respecté qu'ailleurs dans le monde? Alors là, pour le coup, je pense que c'est vraiment la dimension politique. D'ailleurs, les autorités chinoises s'en vantent aujourd'hui, mettant en avant leur modèle de gestion de cette épidémie et mettant en avant leur bilan, en tout cas le bilan qu'ils affichent, sur le nombre de personnes contaminées et le nombre de morts. C'est surtout l'aspect politique, c'est surtout lié à un régime contraignant, autoritaire, mais encore une fois, qui a mis tous les moyens de l'État pour contraindre les gens à rester en confinement et s'assurer que le virus ne se propage pas et qu'il n'y ait pas de contagion. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, d'ailleurs, avait eu une phrase un petit peu malheureuse à ce sujet-là. Il avait dit... La Chine a pris ses responsabilités en mettant en place des mesures de confinement, d'isolement, très rapidement. Je ne suis pas sûr que ce serait possible de réaliser tout cela dans un pays dans lequel les réseaux sociaux seraient ouverts. Ce qui montre bien que, oui, on est conscient qu'il y a une dimension politique. Oui, en plus, il y avait qu'un canal de communication. C'était le parti, c'était les organes de presse du parti, les réseaux sociaux qui sont contrôlés à partir du moment où c'est martelé, à partir du moment où il y a des sanctions, à partir du moment où toutes les forces du pays, que ce soit la police, que ce soit le parti communiste qui décide que les gens doivent être en confinement, ils le sont. Alors après, on peut toujours discuter de tout. Les Français, comme disait Voltaire, ne sont pas faits pour la liberté parce que s'ils l'avaient, ils en abuseraient. Évidemment, la Chine n'est pas une démocratie et peut se permettre et peut infliger à sa population un certain nombre de choses que nous ne pourrions pas faire dans des démocraties orientale ou occidentale. La Corée du Sud est une démocratie. On leur a imposé un certain nombre de règles et ils les ont suivies, tout comme Taïwan. Enfin, Taïwan, c'était évidemment plus discutable du point de vue chinois. Mais voilà, en Chine, c'est un régime autoritaire. On a imposé ça aux gens et les gens, ma foi, l'ont appliqué parce qu'il y avait derrière des sanctions, il y a des pénalités. Et puis, il y avait aussi des gens pour les garder. Devant tous les quartiers qui étaient scellés avec des barrières, il y avait des contrôles de ces fameux comités de quartier. Les comités de quartier, ce sont des gens qui se portent volontaires pour surveiller ce qui se passe. Donc, il y avait beaucoup quand même de volontaires dans la ville. Il y avait quand même un petit peu de circulation, notamment avec les livreurs, notamment avec les taxis qui étaient réquisitionnés par l'État, soit pour apporter des vivres, des médicaments, soit pour amener des malades à l'hôpital, soit pour amener des fonctionnaires ou des médecins ou des infirmières. Et puis, il y avait tous ces gens qui étaient à l'entrée des immeubles et qui surveillaient l'entrée des immeubles avec leurs brassards, avec leur drapeau chinois rouge mis en avant et qui était là pour faire la police. Et croyez-moi, la police, ils l'ont fait. Il y a un moment, il y a cette anecdote de quelqu'un qui, au moment où le confinement commence à se détendre un petit peu, mais on avait droit qu'à une sortie par semaine, se dit, bon, j'ai besoin d'eau. Bon, je connais le gars qui surveille mon immeuble, je lui demandais en lui montrant ma bouteille, c'est un Français, en lui montrant ma bouteille d'eau vide, que je voudrais aller juste de l'autre côté de la route pour aller acheter une bouteille d'eau dans le magasin. Donc, le gars le laisse sortir, il a son masque, tout ce qu'il faut, il se dit, bon, très bien, on m'a laissé sortir. Il arrive devant le magasin et il voit la porte close, mais c'est une porte en verre, et donc il frappe, il monte sa bouteille d'eau, il en demande une autre, il en voit une à l'intérieur, et tout d'un coup, le vendeur prend son téléphone, alors il se dit, il va me faire un message, il va m'écrire quelque chose, et pas du tout. La situation
situation ne se débloque pas, la porte reste close, il fait demi-tour, il tourne les talons, il rentre chez lui. 5 minutes après, il reçoit sur son téléphone la vidéo qui a été prise par le vendeur, mais cette fois, le message vient de la police, lui demandant de confirmer que c'est bien lui, et lui disant, de façon assez combinatoire, « Ne vous amusez pas à ça, vous n'avez pas le droit de sortir, ou si vous sortez, c'est 1 fois par semaine, pas plus. » Donc, vous voyez, vous avez ce maillage qui est absolument étonnant de personnes qui se transmettent les informations. Il y a évidemment de la délation, tout le monde surveille tout le monde, résultat, personne ne sort. Est-ce que le crédit social a joué aussi, Arnaud Miguet? On en parle depuis plusieurs mois maintenant, ce système de points qui fait que vous allez gagner ou perdre des points et qu'en fonction du nombre de points que vous avez et du bon citoyen que vous êtes, vous allez bénéficier d'un certain nombre d'avantages ou au contraire être privé d'un certain nombre de services si vous n'avez pas respecté ce qui a été demandé. Est-ce que ce système de points aussi a joué et a fait que, oui, on a plutôt bien respecté les règles? Alors, je ne sais pas si formellement, à l'heure qu'il est, on a pris en compte les points à ajouter pour ceux qui ont suivi les règles. Bon, enfin, les règles ont été suivies. Mais en effet, il y a ce système de crédit social du bon et du mauvais citoyen. C'est quand même rentrer dans les mentalités, même si le crédit social finalement n'est pas si vieux. On veut satisfaire l'autorité et on sait que l'autorité a un œil sur vous et peut vous le faire payer si vous n'appliquez pas les règles qui sont édictées par la dite autorité, c'est-à-dire par le Parti communiste chinois. Donc, est-ce que ça a été appliqué? Est-ce que ça a été, le crédit social a été appliqué? Est-ce que ça a été formalisé? Sans doute. En tout cas, peu sont ceux qui s'amusent à être de mauvais citoyens. Vous avez eu quand même, sur les réseaux sociaux, vous avez eu quand même, et dans la presse, vous avez eu quand même un certain nombre de choses qui sont sorties. Tout le monde a entendu parler de ces citoyens journalistes qui ont rapporté les premières images de ce qui pouvait se passer dans ces hôpitaux qui étaient complètement saturés, ce qui est arrivé d'ailleurs ailleurs par la suite, et qui ont été enfermés et qui ont disparu de la circulation. Caixin, qui est un journal de la presse économique, a quand même sorti un certain nombre de choses ou a essayé de faire un certain nombre d'enquêtes pour essayer de déterminer, par exemple, si le nombre de victimes du Covid-19 à Wuhan était proche de la réalité, le nombre de victimes annoncées était proche de la réalité ou pas. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont sorties. Le laboratoire, le fameux laboratoire P4, ou le laboratoire P2 ou P3 d'ailleurs de Wuhan, vous aviez eu un entrefilé. Nous, comme nous sommes arrivés à Wuhan, il y avait cet entrefilé dans la presse chinoise qui disait qu'un employé de laboratoire aurait pu, une petite corruption à la chinoise, prendre quelques animaux de laboratoire sous le manteau pour aller les revendre sur ce fameux marché de Wuhan. Donc, il y a quand même des toutes petites choses, c'est infini, et c'est très vite censuré, ou d'ailleurs ceux qui portent ces messages-là et qui lancent les alertes sont, on l'a vu avec le fameux médecin, sont très vite arrêtés ou bâillonnés, mais il y a eu quand même un petit nombre de choses comme ça qui étaient intéressantes en Chine, de là évidemment à bousculer le régime comme certains pouvaient le prévoir ou le prédire à la mort de Li Wenliang, qui était l'ophtalmologiste qui avait justement lancé l'alerte sur ce nouveau virus dès le mois de décembre et qui est mort évidemment depuis du coronavirus. Ça n'est pas allé plus loin et les autorités chinoises qui aiment à se choisir leurs propres martyrs et les propres héros de la cause, finalement ont décidé que c'était un héros de cette guerre sanitaire contre le Covid-19 et donc ça a clos le débat. Les choses sont quand même très quadrillées et évidemment censurées en Chine. D'ailleurs, la Chine ne s'en cache pas et la Chine aujourd'hui arrive à essayer de persuader que par rapport à ce que disait Véran sur de l'opportunité de ce qu'on fait en Chine et de ce qu'on pourrait faire et de ce qu'on fait en France, et évidemment on ne peut pas faire la même chose, mais les Chinois dorénavant, les autorités chinoises qui sont
assez désinhibées et qui désormais sont même mordantes, qui ne font pas qu'aboyer, justement vendent ce modèle-là chinois pour dire nous, vous voyez comment on arrive à juguler une telle épidémie. Vous n'arrivez pas à le faire de la même façon. Regardez ce qui se passe aux États-Unis où il y a tous ces dissidents, où il y a tous ces gens qui n'acceptent pas les règles. Le modèle à suivre, c'est forcément le modèle chinois et ce n'est pas celui de vos démocraties libérales. Ouais, c'est bien pour ça que vous avez dit aussi plusieurs fois, Arnaud Miguel, c'est un sport de combat de faire du journalisme en Chine, encore plus vrai pendant cette période, si j'ai bien compris. Oui, c'est compliqué. Enfin, le journalisme, quoi qu'il arrive, est un sport de combat. En Chine, on ne gagne pas toujours, loin de là. La machine est un petit peu écrasante. Mais c'est difficile d'essayer de toucher du doigt la réalité. C'est compliqué parfois d'avoir des témoignages, surtout lorsqu'on est étranger, de pouvoir aller dans des endroits comme des hôpitaux, etc. C'est très, très, très compliqué et on se heurte systématiquement à un mur, d'autant que nous sommes dans une période où trop de gens, et c'est pas seulement valable pour la Chine, mais trop de gens se moquent de la vérité. La vérité n'a pas d'importance. C'est très orwellien tout ça. C'est d'ailleurs une phrase d'Orwell. Donc c'est très compliqué d'essayer d'aller chercher la vérité. Et en Chine, oui, évidemment, la presse n'est pas un quatrième pouvoir. C'est toujours très compliqué de réussir à y travailler. Mais voilà, ça fait partie des règles du jeu. Si on veut être tranquille et poser sa caméra où l'on veut, il faut faire ce travail-là en France, en Suisse ou dans les pays nordiques. En Chine, on sait à quoi on s'expose aussi. Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, les Chinois avec qui vous avez pu échanger à Pékin, à Shanghai, à Wuhan? Est-ce que vous avez l'impression que cette période les a fait aussi changer, les a fait évoluer? Je pense à des éléments assez précis sur le travail, par exemple. On a développé, même installé du jour au lendemain le télétravail, impensable. Et il y a encore quelques mois en Chine, parce que c'est pas du tout dans la culture chinoise, ou si peu. C'est plutôt une culture du présentéisme où plus on est présent dans les bureaux, plus on passe de temps, d'heures, de soirées, mieux on est vu, mieux on est perçu. Ça a un petit peu changé ça peut-être ces derniers temps. Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui ont fait que les Chinois, dans leur mentalité, dans leur manière d'être, ont évolué avec cette crise? Oui, sans aucun doute. Dans la plupart des lieux de travail, d'ailleurs, il faut pointer. Toujours. Donc forcément, le présentéisme est très important, sans doute plus important ailleurs comme en Corée du Sud ou au Japon, mais forcément le télétravail, tout comme en France, le Covid-19 a été un accélérateur pour parvenir à utiliser ce genre d'outils que certains et que d'aucuns voudraient mettre en place depuis très très longtemps et qui a du mal à se mettre en place. Donc oui, ça s'est développé, mais vous savez, les Chinois sont quand même aussi très très forts pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour tout ce qui est informatique et pour ce qui est travail à distance. Ils n'ont eu quasiment aucun problème pour faire une école à distance, par exemple, pour les enfants, ou jusqu'aux lycéens d'ailleurs, qui ont continué d'être en scolarité, mais à la maison. Et ça n'a pas été, semble-t-il, très très compliqué à mettre en place parce que tous ces outils-là, la Chine, c'est pas seulement aujourd'hui des usines et de l'industrie lourde, loin de là, de plus en plus d'ailleurs, c'est aussi un pays de services. Où les livraisons, par exemple, tout ça a été accéléré, tout ce qui est réseaux sociaux, regardez TikTok, par exemple, mais aussi l'enseignement à distance et aussi, évidemment, le télétravail. Mais on commence à revenir petit à petit à la normale, mais ça a été, évidemment, comme en France ou comme ailleurs, un accélérateur de puissance. La Chine a ce site fascinant, c'est que, pour le meilleur ou pour le pire, on y voit souvent le futur lorsqu'on est en Chine. C'est vrai pour le Covid-19, puisque c'est le pays qui a été le premier frappé. Et en général, ce genre d'épidémie commence dans cette partie du monde. C'est vrai pour la simple grippe,
qui touche d'abord l'Asie du Sud-Est avant de toucher la France. C'est pour ça qu'on met un petit peu de temps à mettre en place des vaccins, puisqu'on vient chercher les souches de la grippe en Chine pour vacciner les gens en France. Là, c'est Covid-19, c'est encore autre chose, mais on y voit souvent l'avenir sur la pollution, sur la lutte contre la pollution, sur le télétravail, sur tout ce qui peut se passer. Donc forcément, ça a été un accélérateur. Enfin, il y a quand même encore beaucoup de petites mains en Chine qui travaillent dans les usines, et ceux-là ont considérablement souffert, et je pense qu'on a probablement une crise sociale à venir, puisque la Chine ne peut travailler et ne peut que commercer avec les autres nations. Et tant que les autres pays sont coincés avec le Covid-19, ça devient aussi un problème pour les Chinois. On dit souvent que le premier malade, le premier guéri, en tout cas, a gagné. Je ne suis pas sûr que les Chinois sortent gagnants de cette épreuve, et je pense que tout le monde est perdant d'ailleurs dans cette épreuve du Covid-19. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, Arnaud Miguet? Qu'est-ce que vous gardez à l'esprit maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de recul, même si on n'est pas à l'abri d'une seconde vague, et peut-être que vous allez repartir pour 133 jours à Wuhan. En tant que journaliste, en tant qu'expatrié, puisque vous vivez maintenant en Chine depuis plusieurs années, qu'est-ce qui va vous rester à l'esprit, vous pensez, maintenant et puis à l'avenir de cette période? Ce qui va me rester, c'est d'abord ces souvenirs de cette ville de Wuhan qui a été la première ville marquée, de cette ville absolument fantôme où les gens étaient terrifiés aux premières heures, les premières semaines, les premiers mois étaient littéralement terrifiés. Ils avaient vraiment peur de sortir. Il y avait l'hôtel, par exemple, a été resté ouvert finalement pour nous puisque nous étions les seuls clients, et juste avant de partir, il y a une réceptionniste de l'hôtel qui a travaillé pendant cette période-là, qui tenait à tout prix à m'inviter à manger. Et c'est là pour la première fois, donc ça doit être après une centaine de jours, qu'elle me dit « Heureusement que vous étiez là, ça m'a donné du courage ». Et je lui dis « Mais ça vous a donné du courage pourquoi ?» Notamment le soir, quand je vous voyais vers 2h, 3h du matin, vous préparant pour des plateaux ou des directs pour les journaux, de vous voir dans la rue, ça me rassurait parce qu'il fallait que je marche à peu près 400 mètres pour rentrer dans mon dortoir, dans une rue complètement vide. Et là, je me disais, je lui ai dit, mais les rues sont vides, certes c'est la nuit, mais vous risquez pas de croiser grand monde, vous aviez peur de quoi? Et elle me dit, mais j'avais peur du virus, et de ce virus qui circule comme ça, dont on a l'impression en effet que c'est un espèce de terroriste dans la ville qui peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Donc cette image-là d'une ville complètement pétrie, arrêtée, je garderai toujours ça en tête. Et puis ces gens de Wuhan adorables, on a fait des rencontres absolument incroyables, et qui ont souffert dans leur chair, et qui ont vécu ce confinement aussi longtemps. Au début, je me disais, mais Wuhan, personne ne dit je suis Wuhan par solidarité avec tous ses habitants. Évidemment, ensuite, c'est devenu une pandémie, donc ça a touché tout le monde. Mais les gens de Wuhan resteront les habitants de cette ville qui a connu le Covid-19. Ils sont considérés depuis le mois de décembre comme des pestiférés, comme des virus ambulants putatifs. Personne ne veut de Wuhanais dans son coin. Il y a des tas de gens qui ont essayé de commencer à faire repartir leur industrie de services ou industrie lourde, notamment à Wuhan, et beaucoup de gens travaillent dans l'automobile. Et il n'y a pas plus tard qu'une semaine, quelqu'un me disait qu'il avait tous ces commerciaux qui ne pouvaient pas voyager à travers la Chine, qui ne pouvaient pas rentrer dans d'autres entreprises pour vendre ces produits. Je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'ils viennent de Wuhan, et donc une entreprise à Shanghai, à Hangzhou, à Pékin ou ailleurs ne veut pas de Wuhanais dans son usine, dans ses meubles, parce que pour eux, Wuhan, c'est la ville du virus. Et ça, je trouve que cette stigmatisation est absolument terrible. Donc, du coup, j'ai forcément un peu de sympathie pour eux, parce que c'est vraiment l'underdog, c'est vraiment, ça leur est tombé dessus comme ça, ils en ont souffert, et aujourd'hui, ils sont montrés du doigt comme étant les habitants de Wuhan, les habitants
d'où vient le Covid-19, puisque a priori, ça reste la thèse que le Covid-19 serait quand même parti de là, même s'il y a des cas, semble-t-il, au mois de novembre, et ce n'était pas exactement à Wuhan, mais ça, l'histoire nous le dira, et je pense que nous arriverons à trouver qui était le patient zéro, en tout cas comment cette maladie a tout d'un coup fait éruption et a fait ce déferlement sur le monde par la suite. Après quelques années là maintenant passées en Chine, Arnaud Miguet, est-ce que ça sera l'un des événements les plus marquants pour vous? Oui, sans aucun doute. C'est quelque chose qui restera aussi bien par l'intensité du travail qu'il y a eu à faire, la découverte de tout ce qui se passait au jour le jour, le port d'un masque, se laver les mains, les contrôles de température. J'avais 10 contrôles de température tous les jours, avec par moment la peur au ventre en plein hiver, fatigué d'avoir justement de la température et d'être embarqué par la patrouille pour être amené dans une clinique de la fièvre où là on était sûr d'attraper le Covid-19. Cette espèce de noirceur qui a duré pendant tout l'hiver, ça a quand même été un hiver apocalyptique à Wuhan. Il y avait des éléments forcément à des moments de peur aussi, ce qui est normal, et des gens qui nous renvoyaient cette peur-là. Donc ça restera forcément un événement absolument marquant de pouvoir avoir suivi cet événement vraiment du début à la fin, en tout cas la fin à Wuhan, puisque vous l'avez vu, il y a des rebonds, il y a des deuxièmes vagues, voire troisième vagues, que ce soit à Hong Kong, que ce soit à Pékin. Et à Pékin, quand on parle de mesures drastiques que prennent les Chinois, à Pékin, vous avez eu un cas, c'est devenu 17, c'est devenu 36 pour arriver à 300, un peu plus de 300, parti d'un marché, encore une fois, c'est quand même une ville de 20 millions d'habitants, et tout d'un coup, la ville s'est quasiment fermée. En tout cas, vous n'avez probablement pas terminé de nous parler du Covid-19, Arnaud Miguet, dans les semaines, les mois à venir. Ça sera toujours un sujet de forte actualité, on l'imagine bien. Et vous y êtes préparé. Ça fait pas rêver, je suis désolé. L'actualité ne fait pas toujours rêver. Un immense merci Arnaud Miguet en tout cas. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner un petit peu de votre temps, beaucoup de votre temps même. C'est un long épisode cette fois-ci avec vous dans Chine Tonic. Je rappelle que vous êtes correspondant de France Télévisions en Chine. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. À très vite pour un prochain numéro.